Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, Trump ou les avantages du no limit. La procédure d'impeachment qui vient d'être déclenchée au Sénat contre Donald Trump permet de se poser la question, à moins d'un an de la présidentielle, des avantages et des inconvénients que le président des États-Unis a tirés de sa méthode de gouvernement. Une méthode qui a surpris, en particulier dans le domaine des relations internationales, l'emploi d'une langue peu diplomatique, c'est le moins qu'on puisse dire, la vulgarité parfois des expressions, la brutalité des attitudes ont d'abord été notées par les observateurs avant que de récents succès face à la Chine ou à l'Iran ne conduisent certains à réviser leur jugement. Et si cette méthode, théorisée il y a 30 ans dans un livre de l'entrepreneur en immobilier qui s'appelait Donald Trump, pour surprenante qu'elle soit, avait fini par être efficace? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. Laure Mandeville, elle est grand reporter au Figaro, elle fut correspondante pendant 8 ans aux États-Unis pour ce journal et elle a écrit Qui est vraiment Donald Trump? C'était en 2016 aux éditions du Figaro et des Équateurs. Christine Zumelo est avec nous, elle est enseignante-chercheur, professeure d'études américaines à l'université de Sorbonne Nouvelle et Corentin Célin est professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis. I'm also approving new dishwashers that give you more water so you can actually wash. J'approuve aussi les nouveaux lave-vaisselle qui utilisent plus d'eau pour que l'on puisse réellement laver et rincer sa vaisselle sans avoir à appuyer 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas très élégant, non ? Vous ne pouvez pas faire un discours brillant, où il pourrait dire c'est un discours si brillant et si élégant si je parle de la vaisselle, de lavabo, de WC, d'ampoule électrique. Mais dans les lavabos, les WC et les douches, vous ne pouvez plus mettre d'eau. Ils ont mis des économiseurs d'eau, ils les rendent permanents parce que les gens les enlevaient. Ils ont mis des économiseurs. Vous allez à la douche et j'ai cette incroyable chevelure dont j'ai besoin de beaucoup d'eau. Et vous allez sous la douche, vous allumez l'eau, ploc, ploc, ploc. J'appelle le gars pour savoir s'il y a un problème. Non monsieur, il y a un économiseur. Donc vous y restez 5 fois plus que vous êtes censé le faire. Vous utilisez probablement plus d'eau et c'est une expérience déplaisante, non? Donc on se débarrasse des économiseurs et vous pouvez prendre des douches pleines d'amour. Voilà, c'est un des discours récents puisque c'était le 14 janvier dernier lors d'un meeting tenu dans le Wisconsin de Donald Trump qui a été diffusé sur C-SPAN. On peut dire que c'est un exemple, un des nombreux exemples. Corentin Célin, bonjour. Laure Mandeville, bonjour. Et Christine Zumelo, bonjour. Un des nombreux exemples, Laure Mandeville, de ce qui vous a fait sourire en suivant depuis plusieurs années donc Donald Trump en tant que correspondante aux États-Unis, en tant que responsable aujourd'hui des pages internationales du Figaro, des pages ID internationales. Oui, exactement. C'est vrai que Donald Trump, en fait, on pourrait dire soit qu'il a complètement révolutionné la politique américaine en revenant à un discours justement, comme vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de limites, on est dans l'humour, la dérision, le grotesque, les anecdotes permanentes, la mise en avant de ce qu'il est, de son ego, mais aussi se moque de lui-même. Mais on pourrait dire aussi d'une certaine manière qu'il a remis la politique à l'ancienne à l'honneur, puisque peut-être que Qu'est-ce que vous appelez la politique à l'ancienne? Je veux dire par là un discours beaucoup moins technocratique finalement que on était depuis quelques années à l'exception peut-être d'Obama, qui d'une certaine manière lui aussi avait renouvelé le genre politique, on était dans des politiques assez techniques où on regardait finalement des targets, des cibles. Est-ce qu'on aura le vote noir? Est-ce qu'on aura le vote latino? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec les femmes pour avoir suffisamment de femmes et gagner, etc. Toutes ces choses qui finalement ne parlaient absolument plus à l'imagination de l'électeur. Et moi, ce qui me frappait beaucoup dans tous ces meetings, et je continue à les regarder avec un certain amusement, je dois dire, sur les chaînes de télévision américaines, c'est que l'électeur se retrouve en phase avec Donald Trump. Et moi, ce qu'il nous disait toujours aux journalistes qui l'accompagnaient, c'était
il parle comme nous, il pense comme nous, il est nous. Et donc, cette espèce d'idée que ce milliardaire, c'était contre-intuitif, mais ce milliardaire new-yorkais était en réalité le milliardaire du peuple. Donald Trump fait sourire, voire parfois même rire. Laure Mandeville, est-ce qu'il vous fait rire, Corentin Célin, en tant qu'historien spécialisé des États-Unis ? Je ne sais pas s'il fait rire, mais en tout cas, il est très intriguant. Moi, j'ajouterais qu'il a aussi redonné une voix. C'est l'idée... On retrouve un peu l'idée cinématographique de chez Kazan, c'est l'homme dans la foule, c'est-à-dire il donne une voix à une foule qui n'en avait plus, qui ne s'estimait plus représentée en politique. Ça, je pense que c'est très important et on l'entend ici. C'est-à-dire qu'il dit aux gens du Wisconsin, là, auxquels il s'est adressé, voilà, moi, je vous donne une voix, ce que vos récriminations sont importantes, et même si, bon, là, par exemple, c'est une affaire d'économiseur d'eau, je sais que ça vous préoccupe, et donc, vous aviez besoin de quelqu'un pour vous parler. Et en cela, il a créé une relation particulière entre lui et une fraction de l'électorat, alors qui est un électorat quand même quasi essentiellement blanc. Là, dans le Wisconsin, un électorat blanc est plutôt populaire, qui souvent n'allait plus voter. C'était un électorat qui avait pu déjà être séduit par des tentatives comme celle de Perot, l'autre milliardaire en 1992, des tentatives qu'on va l'appeler rapidement populistes, et auxquelles Trump a redonné une voix, et en leur disant, voilà, ce que vous pensez, c'est pas forcément n'importe quoi, et moi j'apporte de la crédibilité, et vous voyez maintenant en plus, il est président, et c'est je suis votre président et nous formons la nation. Alors après, on le verra peut-être, ça exclut aussi ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle. Alors Christine Zumelo, vous qui êtes donc professeure d'études américaines à l'université de Sorbonne Nouvelle, vous avez suivi aussi effectivement cette présidence Trump et le dernier développement, à savoir depuis hier la procédure d'impeachment qui a été lancée par les démocrates. Les démocrates disent que c'est une insulte au père fondateur que nous fait, en l'occurrence, dans son attitude, Donald Trump. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce jugement des démocrates sur cette figure de Donald Trump qu'ils ont voulu absolument mettre dans cette procédure d'impeachment? Oui, alors ça c'est un commentaire intéressant par rapport à l'extrait que vous avez choisi sur les machines à laver et la consommation d'eau. J'ai envie de dire qu'il surfe vraiment sur un élément fondamental de toute sa campagne et de sa présidence, qui est de se positionner contre Washington, contre les élites, contre l'establishment, et donc d'utiliser un langage que lui appelle simple, clair, rapide, bullets, et évidemment c'est ce qu'il utilise encore là, donc pour se mettre en phase avec ses électeurs. Et en faisant ça, d'une certaine manière, il essaye de dire, moi je suis vraiment quelqu'un qui représente l'Amérique dans ses véritables valeurs, le peuple, tel qu'il est... Vous voulez dire que We the People, qui est donc exactement. Le début de la déclaration d'indépendance, ça c'est Donald Trump tel qu'il s'imagine lui-même. C'est Donald Trump qui dit « Moi j'en fais aussi partie comme vous ». Et là, l'extrait que vous avez choisi, c'est le Wisconsin, qui n'est pas n'importe quel État, puisque les États-Unis, c'est vrai qu'on a tendance à le voir depuis la France comme un État central, ce qui n'est absolument pas. Et donc le Wisconsin, c'est un État fondamental pour lui, pour les élections de 2020, puisque tout ça, évidemment, est mis en perspective par rapport à l'élection présidentielle qui arrive cette année. Laure Mandeville, le professeur de sciences politiques à Harvard, qui est Harvey Mansfield, dit c'est le côté vulgaire de la démocratie américaine, mais en utilisant évidemment un double sens au mot vulgaire qui vient du vulgum latin, donc la population, le peuple, peut-être la populace, je ne sais, mais enfin en tout cas cette idée qu'effectivement il veut représenter le peuple. Est-ce que Harvey Mansfield a raison quand il dit cela? Oui, moi je pense que Harvey Mansfield, en fait, c'est intéressant qu'il dise ça, parce que Harvey Mansfield, c'est le plus grand penseur conservateur américain, qui est le seul qui reste d'ailleurs à l'université de Harvard, et qui est un homme qui, par définition, avec toute sa culture, son érudition, ses bonnes manières, n'est évidemment pas un ami et un admirateur de Donald Trump. Mais c'est un homme qui pense en même temps que la démocratie a plusieurs visages et qu'il y a eu véritablement une rupture, comme on dit les personnes qui sont déjà ici, c'est qu'effectivement une rupture entre la population et Washington, une partie du peuple et les élites, ce peuple ne se sentant plus représenté, et du coup, ils ont trouvé un véhicule, quelqu'un
qui voulait les représenter, justement, représenter le peuple dans sa vulgarité, mais aussi dans ses demandes, dans une forme de bon sens qui coupe court à toutes les tergiversations ou leçons de morale, parce que chez Trump, il y a aussi le rejet de la moralisation d'élite libérale qui pense savoir ce que c'est que les pères fondateurs, ce que c'est que la manière dont l'Amérique doit s'organiser, etc. Donc il y a tout ça dans la formule de Mansfield qui me paraît effectivement assez juste. Et il dit d'ailleurs qu'il faut tenir compte de ce vulgus, l'entendre, mais effectivement se méfier aussi de celui qui utilise en fait les passions du peuple pour défendre ses intérêts ou aller dans une direction qui pourrait être dangereuse. Ça veut donc dire, Corentin Célin, que ça n'est pas forcément quelqu'un de totalement illettré qui gouverne les États-Unis, ce qu'on a pu à certains moments entendre. C'est quelqu'un qui a des lettres, qui a des références, peut-être Machiavel, peut-être d'autres textes comme ceci, et qu'il aurait en tête une manière de gouverner et pas simplement, effectivement, une simple attitude qu'on a pu considérer comme erratique au gouvernement des États-Unis. Alors, il y a plusieurs choses. Il lit très très peu et il s'en vante. Alors après, on a connu ça en France, il y avait des hommes politiques qui se vantaient Jacques Chirac en particulier, de très peu lire. D'aimer la musique militaire, voilà. etc. Mais dans le cas de Trump, ça paraît assez véridique. Bon, il lit très peu, mais c'est pas parce qu'il lit très peu qu'il n'a pas depuis très longtemps les mêmes idées, les mêmes convictions et qui sont forgées, et ça rejoint ce que disait à l'instant Laure Mandeville, dans une connaissance presque mythique, légendaire de l'histoire états-unienne, et en particulier, par exemple, l'admiration qu'il a pour un président qui, en son temps, a été comme lui, l'insurgé contre les élites. Andrew Jackson. Andrew Jackson. Il faut relire, quand Andrew Jackson devient président en 1828, le jour de son investiture, il y a ces partisans qui appartiennent vraiment aux classes populaires arrivent à Washington, et il faut lire les comptes rendus vraiment effrayés des Washingtoniens et des Virginiens quand ils voient arriver ces supporters débraillés, éructants, etc. Et on retrouve ça aujourd'hui. Et c'est vraiment, chez Trump, il y a la conviction que les États-Unis sont la plus grande puissance au monde par la force militaire et par j'allais dire la force de ses convictions. Il y a l'idée que c'est quand même une nation, et en ça il puise dans un vieux fond nativiste, c'est quand même une nation d'abord blanche, il est quand même nativiste, et ensuite il y a l'idée que les États-Unis doivent être forts et respectés, et que donc il faut un homme aussi qui soit fort et respecté à leur tête. Voici ce qu'avait dit Donald Trump le 1er juin 2017, au moment du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, signé en décembre 2015 lors de la COP21. Ça a été diffusé le 2 juin 2017 sur France Inter. Cet accord est moins une question de climat que de pays qui bénéficient d'avantages financiers par rapport aux États-Unis. Le reste du monde a applaudi quand nous avons signé l'accord de Paris, pour la simple raison qu'il place notre pays dans une très mauvaise situation économique. L'accord est une redistribution massive de la richesse américaine vers d'autres pays. Jusqu'à quand va-t-on affaiblir l'Amérique? Jusqu'à quel point va-t-on se moquer de nous? J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Les dirigeants étrangers, en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde, ne doivent pas avoir plus leur mot à dire sur notre économie que nos citoyens et les élus qui les représentent. Dans ce contexte, notre retrait de cet accord représente une réaffirmation de la souveraineté américaine. La souveraineté américaine, l'affaiblissement des États-Unis, Pittsburgh plutôt que Paris, Christine Zumelo, on voit bien le type de discours qui s'adresse à la fois à l'extérieur des États-Unis et à l'intérieur des États-Unis, comme d'ailleurs tous ces discours qui parfois sont diffusés sur les chaînes américaines, mais qui souvent trouvent une sortie par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour se moquer de Donald Trump à l'extérieur. Oui, plusieurs choses. Il y a vraiment une stratégie de diversion dans ce que dit Donald Trump, c'est-à-dire l'assassinat de Soleimani, l'état Davos aujourd'hui, essayer de diluer un petit peu l'attention qui est portée sur, évidemment, son procès en destitution qui est en cours au moment où on parle à Washington. Et aussi, quelque chose qui le caractérise quand même particulièrement, c'est la notion du bien et du mal. Un discours très manichéen, c'est l'un ou l'autre. Et j'avais envie de parler d'un essai que peut-être il
l'a lu, mais peut-être pas, sans doute pas, qui est un essai de George Orwell qui s'appelle « La politique et la langue anglaise », qui est paru en 1946. Et en fait, c'est un essai où Orwell, je crois que c'est très intéressant de le relire. L'anniversaire du 70e anniversaire de la mort de Orwell. Exactement. C'est un essai, je pense, qui est très intéressant dans le cas de Donald Trump, puisque Orwell, dans cet essai, montre qu'en fait, ce qui est intéressant en politique et ce qui est le synonyme de la vérité, c'est un langage simple. Alors on pourrait dire qu'évidemment, Trump, c'est un contre-exemple, puisqu'il a un langage très simple, très clair, très vert, très brutal. Et pourtant, il est aussi accusé de simplifier, d'être très évasif, allusif, etc. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant sur la communication, la simplicité. Et lui se vante évidemment de dire, mais justement, je ne suis pas comme les politiciens classiques qui noient, qui diluent, qui mentent, qui ont un double langage. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent Mandeville, quand ses électeurs le regardent et s'amusent du fait qu'ils disent « il est du Queens ». Il est du Queens. En fait, il est du Queens, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de l'élite. C'est-à-dire que c'est un homme qui est de la banlieue, en fait, de New York, chose qui le place vis-à-vis de l'élite au départ dans une position, disons, d'inégalité, puisque l'élite new-yorkaise méprise les gens du Queens et méprisait également son père, qui était un promoteur immobilier de Brooklyn, où il construisait des immeubles pour les classes moyennes et les classes pauvres, en fait. Et la grande revanche de Trump, c'est de passer le pont de Brooklyn et de devenir l'un des géants de l'immobilier à New York, où il va imprimer sa marque. Sur la 5e avenue en particulier. Et où il sera aidé non pas par, je dirais, l'élite blanche, en fait, de WASP, en fait, anglo-saxonne, protestante, mais par les juifs. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Trump, ce qui lui permet de grimper l'échelle, c'est un certain nombre de rencontres avec le milieu juif new-yorkais qui l'adoube et qui l'aide à faire son chemin, lui apprend toutes les techniques avec ce fameux, notamment, avocat dont beaucoup ont entendu parler, qui s'appelle Roy Cohn, et qui va lui apprendre toutes les techniques, en fait, de ce que c'est que faire son chemin de manière générale dans la vie. Mais il y avait une chose que je voulais juste rajouter, si je peux, c'est que, en fait, ce qui me paraît important, il y a deux choses qui me paraissent importantes dans la psychologie de Trump pour comprendre comment il agit aujourd'hui, c'est son statut de prometteur immobilier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne prend jamais le terrain pour acquis. Il va au marteau-piqueur pour sonder le terrain, que ce soit à l'étranger, sur la politique internationale, ou à l'intérieur pour savoir en fait ce qui tient, ce qui ne tient pas. Il ne croit pas que l'ordre établi par les élites tient nécessairement. Il ne croit pas à leur vérité. Il dit peut-être que c'est vrai, peut-être que l'Iran est dangereux, peut-être que non, peut-être qu'on essaye de me rouler. Voilà, il essaie en fait de redéfinir, de voir ce qui va tenir, et après il agit, et il agit toujours en se disant que tous les moyens sont bons. Ça c'est une autre technique de Trump, c'est-à-dire tous les moyens, la force, la persuasion, la câlinerie, tous les moyens, et il les utilise de manière assez avouée, ce qui est aussi, le contraste avec la culture washingtonienne, c'est que la culture new-yorkaise est beaucoup plus avouée dans ses pratiques que la culture washingtonienne qui est toujours très hypocrite, même si elle est également une culture de rapport de force. Oui, on peut dire effectivement, Corentin Célin, que lorsqu'on regarde par exemple à l'international Trump agir, on voit aussi le promoteur immobilier, celui qui a fait fortune dans l'immobilier new-yorkais, celui qui a écrit The Art of the Deal en 1987, dans lequel il disait primo, montrez votre force, surprenez votre adversaire, mettez l'adversaire dos au mur et obligez à négocier, et puis peu importe l'accord, du moment qu'il y a un accord, vous lui donnerez votre nom, et à partir de ce moment-là, vous serez crédité par l'histoire du fait que c'est votre accord d'une certaine façon. Ces 4 points sont importants. Ça n'est pas Sun Tzu et l'art de la guerre, mais c'est néanmoins une vision tout à fait, disons, précise de ce qu'est une négociation, d'abord au point de vue immobilier, et peut-être ensuite, on y viendra tout à l'heure, au niveau international. Oui, il a en particulier tiré deux technique qu'on voit appliquer effectivement de son passé promoteur, c'est premièrement cette capacité à monter tout de suite aux extrêmes, à faire des propositions radicales, très très fortes. Racheter le Groenland. Voilà, qui fixe les cadres du débat, c'est lui qui fixe les cadres du débat et oblige les autres ensuite à se positionner par rapport à ça, et ce qui l'amène toujours, si on arrive à trouver un compromis, à une position qui est plus proche de la sienne qu'il a posée en radicalisant le débat au début, et donc à paraître
obtenir un bon accord. Ça, c'est la première chose qu'il fait tout le temps. La deuxième chose qu'il fait tout le temps, c'est l'alternance, et ça aussi, il l'avait théorisé, c'est l'alternance, effectivement, j'allais dire, au chaud d'eau froide. C'est-à-dire, je tape très fort, mais ensuite, je suis capable de tout, je suis capable, comme le disait Laure Mandeville, je suis capable d'alterner les techniques. Alors, par contre, et je pense qu'on va y revenir après, de quel Trump promoteur immobilier parle-t-on? Parce qu'il y a un point important dans sa biographie d'avant-président. C'est un homme qui incontestablement a eu de très grands succès, et au moins un très grand succès au début des années 80, lorsqu'il a fait construire la Trump Tower, où il a négocié avec la mairie de New York, où il a obtenu un rabais fiscal en particulier pour faire construire la Trump Tower. C'était Rodolphe Giuliani à l'époque? Non, c'était pas encore. Alors, c'était Ed Cor. Il s'est battu avec Ed Cor. Il a obtenu beaucoup de choses. Et tout le monde saluait son énergie et ses capacités à faire. Et puis il y a un second Trump de après Art of the Deal qui a beaucoup raté, qui a beaucoup moins bien négocié parce que, et ça on y reviendra peut-être sur sa présidence, il est moins à son affaire, il est moins concentré, il ne suit pas d'ailleurs toujours les négociations lui-même, et c'est un peu ce qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est capable de créer des formidables situations, mais il n'arrive pas à les exploiter peut-être par manque de suivi. Et puis, c'est aussi celui qui a lancé à partir de 2004 sur NBC l'émission de télé-réalité The Apprentice. New York, my city, where the wheels of the global economy never stop. New York, ma ville où la roue de l'économie mondialisée ne cesse de tourner. Une métropole de béton avec ses forces et ses objectifs contradictoires qui régit le monde des affaires. Mon nom est Donald Trump et je suis le plus grand promoteur immobilier de New York. Nous possédons des buildings dans toute la ville, des agences de top modèles, le concours de Miss Univers, les jets privés, des lignes de jets privés, des parcours de golf, des casinos. Mais ça n'était pas toujours si simple. Il y a à peu près 13 ans, j'avais de sérieux ennuis. Mes dettes se chiffraient en milliards de dollars, mais je ne me suis pas laissé faire et j'ai gagné au plus haut niveau. J'ai utilisé ma tête, j'ai utilisé mes qualités de négociateur, j'ai maîtrisé l'art de faire des marchés et en tant que maître, je veux passer mon savoir à quelqu'un d'autre. Je cherche donc mon apprenti. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Voici donc aussi cette émission de télé-réalité, The Apprentice, de Donald Trump sur NBC à partir de 2004. Christine Zumelo, c'est aussi une façon de dire qui il est, puisqu'il dit « je suis tombé au plus bas et je suis remonté d'une certaine façon ». Donc c'est une façon aussi de prouver au public qu'il est transparent, qu'il ne cache rien à ce public d'un jeu de télé-réalité. Oui, et puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez lui, c'est de dire je suis comme ça, voilà, avec peut-être ma vulgarité, mon côté très cash, très effectivement télé-réalité, mais j'assume. Il a cette capacité vraiment et ça, je crois que c'est quelque chose qui l'aide beaucoup en politique et en tout cas avec l'électorat dans les États qu'il a besoin de conquérir pour l'élection, qui est très important. Et il a un grand ennemi en fait, comme disait Laure Mandeville dans la hiérarchie des élites new-yorkaises, qui est peut-être sa face B ou sa face A, suivant la façon dont on voit les choses, qui est Michael Bloomberg, qui lui, évidemment, fait partie de l'élite, ancien banquier d'affaires, qui a monté, évidemment, qui a monté Bloomberg News and Financial Services, et puis qui a été maire de New York, et c'est son ennemi juré. Il a dit qu'il se présenterait côté démocrate. Il a traité Trump d'escroc lors de la Convention nationale démocrate en 2008. Donc voilà, je crois que là, il y a une lutte aussi au sommet entre deux New-Yorkais très importants. Laure Mandeville. Oui, je voulais revenir effectivement sur l'affaire de la télé-réalité, parce qu'il me semble que Trump a tout compris, en fait, à cette époque-là, de la question de l'image. Et en fait, ce qu'il vend à ce moment-là aux Américains, c'est lui-même et c'est le rêve américain. En fait, Trump, il incarne le rêve américain. Et le rêve américain, c'est, voilà, je suis cet homme qui a eu des défaites, et je suis J'ai trébuché, mais je suis... J'ai trébuché, mais je suis là. Ma vie est un roman. Et en fait, je vais vous emmener dans mon univers qui est que en fait, dans cette émission de télé-réalité, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et en fait, Trump, pourquoi il a eu tellement de succès? Ce que pas mal d'analystes ont dit, c'est que les 30 millions
de gens qui regardaient Trump sur leur écran toutes les semaines, c'était justement parce qu'ils voulaient, que Trump leur disait ce qu'on vous raconte aujourd'hui, les progressistes et tout ça, sur l'idée que tout le monde est gagnant toujours dans la société, que tout va aller bien pour tout le monde, qu'on va tous gagner, que c'est win-win, tout ça, c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il y a toujours des perdants et toujours des gagnants. Et c'est cette vision finalement assez hobbesienne du monde, Hobbesienne, oui, de Hobbes, qu'il utilise en fait en politique étrangère, où il dit « moi je défends l'intérêt national américain », mais je le défends contre quelqu'un. Et quand il se bat, quand il va à l'assaut, il dit « moi je défends l'Amérique ». Mais je vais la défendre, par exemple, contre les Chinois. Et je vais négocier avec les Chinois. Et cette histoire chinoise, ça va me dire que Corentin a tout à fait raison. Quand il dit... quand il ne va... Corentin Célin, qu'il va, en fait, pas jusqu'au bout, peut-être, de ses intuitions. C'est qu'il a une intuition remarquable qui est qu'il faut aller au carton contre la Chine parce que, en fait, la bataille est engagée et qu'on est en train peut-être de la perdre. Mais c'est vrai que sur les problèmes de fond, la stratégie de long terme, comment gagner cette bataille technologique contre les Chinois, on voit bien qu'il n'y a pas un effet d'entraînement aujourd'hui et une stratégie de long terme qui est mise en place. Oui, d'ailleurs, on peut dire que récemment, effectivement, dans le bras de fer avec la Chine, il a peut-être remporté un succès, que effectivement, en assassinant Soleimani, il a peut-être temporairement remporté un succès, et surtout en calmant le jeu tout de suite après vis-à-vis de l'Iran, mais il a aussi eu des échecs en politique internationale. Corentin Célin, la Corée du Nord, ça n'est pas une franche réussite, et d'autres échecs de ce type-là ont été marquants. Le Venezuela, son candidat n'a pas été élu, loin de là, à la tête du Venezuela, etc., etc. Oui, alors effectivement, et par exemple, si on prend l'exemple vénézuélien, on retrouve justement ce qu'on a connu chez Donald Trump, j'allais dire le mauvais Trump, businessman de la deuxième moitié des années 80, c'est-à-dire où il n'y a plus que des paroles. Dans le cas du Venezuela, il n'est quasiment intervenu que par tweet. Et où à partir d'un moment, il y a aussi une forme de décrochage avec le réel, c'est-à-dire que là où cela nécessiterait peut-être à un moment donné de faire silence, de dessiner des plans stratégiques, etc., certes, il parle fort, il tweet, mais à un moment donné, ça ne peut pas suffire. Contre Maduro, ça ne pouvait pas suffire. Il aurait fallu sans doute s'investir beaucoup plus et de manière beaucoup plus active. D'ailleurs, c'est plutôt Pence qui s'est investi sur ce dossier vénézuélien. Et ça rappelle, aussi étrange que ça pourra paraître, ça rappelle par exemple un épisode de sa biographie. En 1985, quand il a commencé à racheter des casinos, il voulait faire... de la boxe, ce qui était une très bonne intuition. Il voulait faire des grands matchs de boxe, le vaisseau amiral de ses casinos, pour faire marcher ses casinos, pour faire venir des gens. Et d'ailleurs, dans son dernier Trump, Alain Badiou dit que c'est un boxeur, en fait, qui avance et qui recule sur un ring comme un boxeur. Il a toujours dit qu'il aimait ça, etc. Et tout le monde avait dit, c'est une très bonne idée. Et ce qui avait beaucoup surpris, c'est que quand il s'est agi d'aller négocier avec les promoteurs de boxe, en particulier le fameux Don King, etc., Trump n'y allait jamais lui-même. Il avait délégué le dossier, il ne s'intéressait plus, et c'est une des choses qui a amené par la suite la faillite de ces casinos. Et on retrouve un peu cette idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'enivre peut-être un petit peu de sa rhétorique et de ses tweets, et ça manque de réalisation concrète, stratégique à long terme. Christine Zumelo, puisqu'on est sur cette question de la politique internationale de Donald Trump et de la manière dont il applique peut-être des leçons apprises ailleurs lorsqu'il était promoteur à New York, cette arène dans laquelle il évolue ces temps-ci, c'est une arène hobbesienne, comme le disait Laurent Mandeville. Il n'est pas tout seul à être hobbesien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a d'autres adversaires qui, en face de lui, sont peut-être tout aussi hobbesiens que lui, qui pensent effectivement que le royaume de la force et des rapports de force est le meilleur royaume pour pouvoir agir au point de vue international. Et donc, est-ce qu'il n'est pas, tout compte fait, le bien placé dans une arène dans laquelle tout le monde, enfin beaucoup d'entre eux, pensent la même chose, peut-être pas les Européens, mais beaucoup des autres partenaires diplomatiques des États-Unis? Oui, ça, je crois que c'est aussi une facette importante de sa façon de faire de la politique, c'est-à-dire la question du deal, c'est aussi, il n'y a jamais d'échec, c'est jamais fini, il n'est jamais trop tard, c'est jamais perdu, et ça, c'est vraiment sa façon d'aller de l'avant. Vous voulez dire que peut-être un jour, il va acheter le Groenland, que pour l'instant, il a joué « je l'achète », et puis ensuite, quand il a eu une Premier ministre danoise qui lui a dit « non, on ne le vend pas », il a fait un tweet en balançant une Trump Tower sur le Groenland et en disant « regardez, ça serait pas mal », et il va peut-être le faire un jour. Peut-être que dans son esprit, c'est toujours possible. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et je crois que c'est très important aussi pour quand même une violence verticale qui existe dans la société américaine. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui parle à ses électeurs et qui fait en sorte qu'il a été élu et que peut-être il va être réélu
étant donné quand même le côté très très fragmenté du Parti démocrate et de ses opposants démocrates, donc de l'autre côté j'allais dire du Rubicon, c'est qu'il réussit très très bien à dire je suis là, je ne suis pas républicain et pourtant j'ai été élu président côté républicain, je ne fais pas partie de l'élite washingtonienne et je suis à Washington. Et il s'est entouré, je voudrais souligner aussi le fait qu'il s'est entouré de 2 avocats vedettes pour son procès en destitution, qui sont Dershowitz et Ken Starr. Et donc il sait très très bien s'entourer, c'est aussi une qualité de businessman importante. Laure Mondeville, cette question en politique internationale, c'est de se poser aussi une question de l'unilatéralisme ou le multilatéralisme. Il a dit qu'il ne croyait pas aux processus multilatéraux, que seul l'intérêt des États-Unis comptait, que tous les autres voulaient pomper sur les États-Unis sa richesse, la richesse des États-Unis à leur profit. Cela, effectivement, c'est une vision des rapports internationaux qui peut paraître très très étrange. Très très étrange en même temps, finalement... C'est une bascule. On sort du multilatéralisme pour revenir à l'unilatéralisme. C'est une bascule, mais qui revient à une tradition de politique étrangère qui n'est pas si étrange que ça. Finalement, il y a eu un tel... je dirais que les années post-communistes, post-89, ont été tellement bercées au sein de l'Occident par l'idée que maintenant on était presque dans la post-histoire, on allait à travers la diplomatie, le multilatéralisme, régler tous les problèmes du monde. Joseph Nye et le soft power, etc. Exactement. Et Barack Obama et cette formule qui revenait de manière lancinante chez tous ses collaborateurs selon laquelle on va mener une politique du 21e siècle, comme s'il y avait une politique pour les siècles précédents et une pour le 21e. Et Trump dit la politique, elle sera toujours la même. C'est la même qu'à l'époque des Romains, de l'Empire romain, ou du 19e, ou du 21e. Et c'est que, en fait, le monde est basé sur des rapports de force entre des monstres froids. Et donc, il peut y avoir de la coopération. Et il ne nie pas la coopération. Mais il pense que l'État-nation reste la cellule de base de la société. Que donc, chaque État doit défendre son intérêt. Il dit, moi, je comprends que les Chinois défendent leur intérêt. Je comprends que les Français défendent leur intérêt. Mais moi, je dois défendre l'intérêt des États-Unis. Corentin Célin, cette vision de la diplomatie, c'est une vision, comme le dit dans un article récent de Pouvoir, Anne-Lorraine Bujon, une politique étrangère sans diplomatie, c'est une vision d'un jeu à somme nulle, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ce qui est obtenu par l'un est perdu par l'autre. C'est toujours cela qu'imagine Donald Trump. Or, ça n'est pas toujours comme ça qu'on peut envisager la diplomatie. On peut aussi l'envisager comme étant un gain. Wilson avait pensé que à la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, tout le monde pouvait gagner à changer la donne diplomatique. Oui, c'est d'ailleurs pour ça sans doute que pour l'instant, alors il faut vraiment faire attention aux effets d'optique et on jugera tout ça dans quelques mois au moment de l'élection, et ce sont surtout les Américains, mais c'est peut-être pour ça que ça fonctionne mieux pour l'instant, sa diplomatie, avec des pays et des États qui sont quand même dépendants des États-Unis, c'est-à-dire que sa technique de négociation par la force et j'impose, et avec une perte pour l'autre, ça a très bien marché quand même. Il faut le dire, avec le Mexique, ça a bien marché avec le Canada, il les a contraints, mais pourquoi ? Parce que ce sont des États qui sont complètement économiquement dépendants des États-Unis, sans parler pour le Canada qui sont dépendants aussi stratégiquement des États-Unis. Donc ça marche très bien. Mais justement, c'est peut-être une limite parce que quand il arrive, j'allais dire, dans le club des grandes puissances et dans le club des grands pays, soit la Chine et un degré moindre aussi avec la Russie, il a beaucoup plus de mal à appliquer cette stratégie de ce que vous appelez le jeu à somme nulle, parce que évidemment, les autres, et en particulier un Poutine, ne vont pas se laisser faire, ne vont pas s'en laisser compter et s'incliner devant la volonté souveraine états-unienne retrouvée. Donc c'est ce qui explique peut-être aujourd'hui ce bilan un peu contrasté. Ça marche avec les entre guillemets avec les États proches et déjà dépendants, moins avec les grandes puissances. Et puis, est-ce que tout de même, le risque, ça n'est pas de maintenir un état de risque élevé, ou voire très élevé dans la société, enfin dans la diplomatie internationale. On l'a vu au moment de la querelle avec l'Iran, on a eu très peur, on a pu avoir peur aussi au moment de la Chine, même si maintenant ça s'est calmé. Christine Zumelo, on voit tout de même que cette stratégie de faire monter la tension brutalement
brutalement pour peut-être ensuite revenir en arrière, c'est une stratégie qui fait un peu peur à tout le monde. Absolument, il a une capacité en fait à faire penser qu'il ouvre des gouffres qui en fait ne sont pas aussi importants que ça, et aussi sur le plan intérieur aux États-Unis, puisque sa violence verbale, et pas uniquement verbale d'ailleurs, creuse encore le fossé entre les démocrates et les républicains, et il paraît très très difficile aujourd'hui d'avoir des négociations bilatérales réelles, et ce que fait Trump aggrave cet état de fait. Et même Obama disait lui-même dans son dernier discours sur l'état de l'Union, il disait moi, Obama, je n'ai pas réussi, pourtant avec mes talents oratoires, à essayer de colmater cette brèche entre les républicains et les démocrates. Il aurait fallu quelqu'un comme Lincoln et Roosevelt. Et donc évidemment, on s'interroge aujourd'hui sur l'incapacité absolue de Trump de monter au niveau de Lincoln et Trump et de Lincoln et Roosevelt. Oui, surtout que les héros tutélaires de Obama, ça n'était pas Andrew Jackson, c'était Jefferson, c'était Franklin Roosevelt, c'était Lincoln, etc., Mais il me semble justement que ce que vous dites montre une divergence philosophique absolument fondamentale. C'est-à-dire que Barack Obama a été l'homme qui pensait, par le symbole de ce qu'il était, aller réconcilier les États-Unis, comme vous dites, c'est-à-dire les républicains et les démocrates, il a complètement échoué, et qu'il allait réconcilier, par exemple, les États-Unis et le monde, et notamment les États-Unis et le Moyen-Orient, les États-Unis et l'islam. Et en fait, ça a été un échec absolu. Et donc aujourd'hui, Trump arrive avec une vision complètement différente, qui est une vision, je ne vais pas réconcilier le monde, je vais en fait défendre mon monde, et je vais aussi tâter pour savoir ce qui tient vraiment dans ce monde que nous avons ici, qui est en plein bouleversement, qui ne m'a pas attendu, moi, Trump, pour bouger, où nous sommes parfois en recul. Donc je veux sonder, j'en reviens à cette idée du marteau-piqueur, dire qu'il utilise une espèce d'approche assez brutale pour sonder qu'est-ce qui se passe en Iran. Et il va jusqu'à descendre Soleimani pour voir où sont les limites de ce qu'il peut faire avec les Iraniens, quitte à avoir après un win avec eux, une sorte de deal peut-être dans l'avenir. Christine Zumelo, hier, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz était à Davos, où il a entendu le discours de Trump, qui a dit en gros, c'est pas une époque pour le pessimisme, mais pour l'optimisme. Les écologistes avaient prédit une crise de la surpopulation, elle n'a pas eu lieu. Une famine massive, elle n'a pas eu lieu. La fin du pétrole, ça n'a pas eu lieu. Ils veulent toujours dominer, transformer, contrôler tous les aspects de nos vies. Et Stiglitz a dit... Il a dit, je suis abasourdi, c'est comme si nous voyions de nos yeux, ce que nous voyons de nos yeux n'existait pas, par exemple. C'est cette idée qu'il y a une réalité trumpienne qui n'est pas la réalité que tout le monde perçoit. Et je crois que Trump, en fait, se place là, à la fois... c'est pas un président qui est ex nihilo, qui arrive comme ça de nulle part. Il a bénéficié quand même de quelque chose que n'avait pas Obama, qui est une situation économique quand même tout à fait excellente. Là, on est aujourd'hui... C'est d'ailleurs assez... terrifiant de voir que tous les indices boursiers, y compris après l'attaque et l'assassinat de Soleimani, ont atteint des records, que le taux de chômage aux États-Unis est le plus bas depuis 1969 aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on se dit, Obama est arrivé dans une situation quand même beaucoup plus détériorée. Et le mot est faible. Merci à tous les trois. Merci à vous, Laure Mandeville. Merci, Christine Zumelo. Et merci, Corentin Célin, d'être venu répondre ou tenter de répondre à la question Trump tire-t-il les avantages du no limit ? C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Hugo Boursier, Rémi Baille et Louise André. À la technique aujourd'hui, Thibaut Nassimben et à la réalisation, Assia Khalid.